Peut-on réaliser une vidéo en ayant la crève? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec la personne de Justine de France, qui est moi. Et on va aussi parler de cinéma, un peu, puisque c'est le titre de ce hors-sujet. J'aime faire des hors-sujets. Ça va partir dans tous les sens, ça va parler principalement des films qui sont sortis en 2018, et même exclusivement, et j'espère que ça sera intéressant. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais vu énormément de films en 2018, de films sortis en 2018, et je me disais que ça pourrait être intéressant de vous en parler puisque je regarde beaucoup de films, j'en regarde environ en moyenne un par jour, et donc je pense avoir une petite connaissance cinématographique que je voulais mettre à profit. Même si le propos de cette chaîne n'est pas de parler de cinéma et ne le sera jamais principalement, il y a énormément de chaînes qui parlent déjà très bien de cinéma, mais là j'avais envie d'en parler et je fais ce que je veux. Du coup cette année j'ai donc vu 103 films sortis en 2018, je les ai pas forcément tous vus au cinéma puisqu'il y en a certains que je me suis procuré par la suite et que j'ai vus sur mon petit écran, il y en a aussi que j'ai vus plusieurs fois parce que je suis un peu folle. Le début d'année par exemple a été pas mal occupé en visionnage de Star Wars 8 qui est sorti en 2017 mais qui était encore au cinéma en 2018 et du coup j'étais obligée d'y aller 8 fois et donc forcément j'ai moins vu de films en début d'année puisque quand j'allais au cinéma je n'avais Dieu que pour un seul film. Donc j'ai décidé de faire une liste des films que j'avais aimés, enfin une liste de tous les films que j'ai vus mais avec un petit code couleur disant ceux que j'ai aimés ou pas, et j'en ai retenu 11 parmi ceux-là, qui sont les films que j'ai particulièrement aimés pour des raisons diverses et variées. Et le premier de la liste, dans la catégorie film américain bien, est Three Billboards, qui est sorti en début d'année, que j'ai énormément aimé, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un film qui a l'air d'être un film policier à la base. Je suis pas très friande des films policiers, mais j'y suis allée parce que il était composé d'acteurs que j'aime bien, qui sont des acteurs talentueux, et ils le prouvent encore une fois dans ce film. Et donc ça part d'une enquête, en gros, on pourrait le penser, puisque c'est une femme dont la fille a été assassinée. L'enquête n'avance pas, le film commence plusieurs mois après et rien ne se passe, faute de preuves, faute de pistes pour la police. Donc elle décide de payer des panneaux publicitaires à l'entrée de la ville qui accusent le chef de la police en disant « Bouge-toi le cul ». Et donc ce film, au lieu d'être une bête enquête policière où on chercherait qui est le coupable, est plutôt un film sur les réactions de chacune des personnes à cette affaire déjà, et aux suites qui en sont données par la mère qui ne veut pas que la police lâche l'affaire, par les policiers qui ont chacun leur point de vue sur la question, par les gens de la ville qui disent que toute cette merde est un petit peu trop remuée. Et donc au final on se désintéresse assez rapidement de qui a fait ça, enfin en tout cas moi, c'était pas ce qui m'intéressait le plus dans ce film, mais on se prend de compassion pour les personnages, jusqu'au personnage du flic pourri raciste homophobe qui finalement a plus à offrir que d'être un pourri raciste homophobe. Et j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. Notamment la scène, j'essaierai de pas spoiler dans cette vidéo, mais la scène où le flic raciste pourri homophobe, dont j'ai oublié le nom, lit une lettre dans le commissariat. Si vous l'avez vu, vous savez de quelle scène il s'agit, et moi j'étais... voilà, c'était beau. Deuxième film dans la catégorie film un peu onirique italien, Call Me By Your Name, appelle-moi par ton nom. Donc c'est un film, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais vous allez faire des recherches sur internet, et donc c'est un film qui raconte la jeunesse d'un garçon qui, je sais pas, il doit avoir 16-17 ans peut-être dans ce film, dans les années 70 en Italie donc, dans une famille bien riche, je pense plutôt bourgeoise, intellectuelle, classe aisée, qui fréquente les musées, les personnes influentes, qui va à l'opéra. Et là donc ça se passe pendant un été, dans cette maison de vacances italienne, où le jeune garçon donc découvre l'amour, et notamment son homosexualité, ou bisexualité d'ailleurs, plutôt bisexualité je pense. C'était très beau. C'est un film où on se laisse porter par une ambiance
voilà, de vacances. On a le sentiment de regarder une vidéo de vacances qui sont passées, qui ne se reproduiront jamais plus, avec de très belles musiques que j'écoute encore régulièrement, de très beaux décors et paysages. Et ouais, on se laisse porter par cette famille qui est quand même loin d'être une famille ordinaire, et aussi par le personnage donc, de cet étudiant, beaucoup plus âgé que le personnage principal, donc ce qui est une chose qui a porté à polémique apparemment pour le film. C'est vrai qu'il y a un grand écart d'âge entre les deux. Mais donc cet étudiant qui débarque dans la famille et qui bouleverse les relations entre les différents personnages, et notamment qui crée des liens très forts avec le personnage du jeune garçon, Elio, je crois que c'était Elio, oui. Et donc voilà, on est loin du film précédent qui était plus un film psychologique sur des personnages qui ont souffert. Là c'était plus ouais, quelque chose d'assez onirique, j'ai trouvé, qui moi m'a fait du bien, que j'ai revu avec plaisir d'ailleurs, parce que j'aime revoir les films que j'ai aimés, et dans la plupart des films de cette liste, il y a des films que j'ai vus 2 fois, moi. Puis au moins ça me permet d'affirmer mon avis, si j'ai vraiment aimé ou pas, si c'était sur le coup ou pas, puisque la plupart du temps quand je sors du cinéma, je suis assez heureuse, et je me dis que c'est le plus beau film que j'ai vu, jusqu'à ce que je retourne au cinéma, et que je sois à nouveau heureuse, et que je me dise à nouveau que c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. Donc j'aime bien me faire un second avis, et là même avec un second avis, j'étais très contente de ce film. 3e film dans la catégorie, ah bah enfin, L'homme qui tua Don Quichotte. Don Quichotte. Bah, si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce film, c'était un projet que Terry Gilliam savait depuis très très longtemps, qu'il a eu beaucoup de mal à sortir jusqu'au dernier jour. Avant la sortie, il y a eu des problèmes, je sais plus, avec sa maison de production, enfin bref, c'était toute une galère. Et c'est l'un des films de la liste que d'ailleurs je n'ai pas pu revoir, puisque malheureusement il n'est toujours pas sorti en DVD. Je pense encore une fois à cause des problèmes qu'il a rencontrés pour la production de ce film, parce que vu la date à laquelle il est sorti, il devrait être là, prêt à être au pied du sapin pour la Noël, mais non, je n'ai pas pu le revoir, et j'en suis très déçue. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il fait écho à un style de film que j'aime, qui est le style de film qui fait un peu conte moderne, qui mêle différentes époques, différents univers. Moi, il m'a beaucoup fait penser à The Fall de Tarsem Singh, qui est l'un de mes films préférés, que j'adore, et si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. D'ailleurs, il y a Sweetberry qui a fait une très belle vidéo dessus, après que je lui ai fait découvrir ce film d'ailleurs, et vous devriez la regarder. Et donc The Fall, c'est un film qui mêle différentes époques, les années 20-30 hollywoodiennes, et une époque complètement indéfinissable, mais plus ancienne que ça. Et là, on était un petit peu dans le même état d'esprit, puisque L'homme qui tua Don Quichotte se passe de nos jours, mais fait aussi des renvois à quelques années avant, dans la jeunesse du réalisateur, enfin, le réalisateur fictif du film, hein, pas Terry Gilliam, et fait aussi appel à tout un univers pseudo-médiéval, fantastique, de par les costumes, de par les personnages qui apparaissent. Donc c'est un gros mélange, un gros bordel de plein de trucs, et c'est ça que j'aime dans le cinéma. Et l'autre aspect intéressant de ce film, c'est qu'il était composé de Adam Driver, et ça c'est un aspect aussi qui moi me parle particulièrement. Encore une fois, hein, j'ai vu Star Wars 8 fois, mais aussi parce que j'ai adoré ce film, je vous rassure. Et c'était beau. Je suis pas une très bonne critique dans le sens où généralement j'ai pas beaucoup d'arguments à apporter à un film, à part que c'était bien, et L'homme qui tua Don Quichotte, c'était bien. Voilà. Que dire d'autre sur ce film ? Bah, il m'a fait rêver, voyager, voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre du cinéma, hein ? Regardez-le, si vous pouvez, puisque moi je ne peux plus, alors si vous trouvez un moyen de le regarder, regardez-le. 4e film dans la catégorie Le monde va mal. La mauvaise réputation. Encore une fois, c'est un film que je n'ai pas pu revoir, puisque c'est un film norvégo-pakistanais qui est sorti dans un petit cinéma de Lille, et que je n'ai pas retrouvé depuis, ne serait-ce qu'en DVD ou en autre moyen souterrain. Mais c'était vraiment bien, dans mon souvenir. Donc c'est un film qui raconte la jeunesse d'une jeune fille d'origine pakistanaise qui vit en Norvège, qui est élevée d'une manière plutôt classique, et qui vit d'une manière plutôt classique pour une jeune lycéenne de 16 ans peut-être environ, jusqu'à ce que ses parents se rendent compte qu'elle fréquente des garçons d'un peu trop près, notamment je pense en jouant au foot avec eux, si mon souvenir est exact.
ce qui ne se fait pas, hein. Ça rappelle un petit peu Joue-la comme Beckham, dans un registre beaucoup plus léger. Et donc là, ça part en cacahuète. Ah oui, non, il y a aussi un épisode où elle reçoit un garçon chez elle la nuit. Faites pas ça chez vous, voyons. Et donc du coup, là, ses parents virent beaucoup plus extrémistes dans la pratique de leur religion et décident de la renvoyer au pays, au Pakistan, dans la famille de son oncle et sa tante, je crois. Et donc, c'est un petit peu une descente aux enfers pour elle, qui a été élevée voilà, de manière plutôt sympa, et son père était très affectueux, et là, tout à coup, elle se retrouve dans une famille qui est beaucoup moins sympathique avec elle, parce qu'il la voit un peu comme le vilain petit canard, comme celle qui a fauté, et dans un environnement aussi qui est beaucoup moins sympa, et c'est un peu une descente aux enfers, mais fort heureusement qui n'est pas tout noir ou tout blanc qui seraient les gentils norvégiens qui ont un mode de vie sympa, et tout noir les méchants musulmans. Heureusement, ça n'est pas le cas. C'est des personnages comme celui du père sont assez ambigus et ne proposent pas qu'une vision complètement rétrograde de la religion musulmane. Donc c'était un film vraiment très bien traité, j'ai trouvé. Très bien joué aussi, interprété notamment par la fille qui était super bien. Encore une fois, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Je ne sais pas quand il sortira, si il sortira, mais en tout cas, la mauvaise réputation, c'était vraiment un bon souvenir pour moi. Alors peut-être que si j'avais eu l'occasion de le revoir, je l'aurais pas classé dans les meilleurs films de l'année, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'en ai un très bon souvenir. Alors, on va repartir sur un triptyque de la jeunesse musulmane de France et de Navarre, puisque le film suivant dans la catégorie jeunes de banlieue s'appelle À genoux les gars. Alors, en sortant de ce film, j'étais beaucoup plus partagée, divisée, surtout pendant le visionnage de ce film. Parce que c'est un film qui aborde des sujets très durs et on a du mal à situer le point de vue du réalisateur par rapport à ce qui est abordé. Pendant tout le visionnage du film et jusqu'à la fin où là ça devient un peu plus clair, je me demandais mais qu'est-ce qu'il en pense le réal ? Est-ce qu'il cautionne ça ? Non. Enfin, il doit pas, il faut pas. Et au final, non, on voit que c'est vraiment une dénonciation de ce qui est abordé dans le film, mais de manière tellement second degré que ça crée une sensation de malaise par moment. C'est vraiment là le film qui dit oh, on peut rire de tout, même du viol. Hein, et en fait c'est un film qui aborde notamment le revenge porn, donc qui est le fait de filmer des personnes en faisant des trucs sexuels et ensuite de leur faire du chantage par rapport à ça. Et donc c'est vraiment ça le propos du film. Ce sont deux sœurs de banlieue strasbourgeoise qui fréquentent chacune un garçon, qui sont deux potes, et ça tourne mal. Il y a énormément d'humour dans ce film, qui a été coécrit par les deux filles d'ailleurs, il me semble, qui jouent dedans, en plus de réal. Et on sent du coup vraiment dans leur manière de parler, dans les expressions qu'elles emploient, dans leur humour, on sent cette influence, que c'est vraiment quelque chose qui a été en partie écrit par des personnes de cet âge et de cette culture. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, il y avait des passages vraiment très très drôles, enfin que moi j'ai trouvé très drôles, si on arrive à s'affranchir du fait qu'on rit de ces choses-là. Mais la fin est plutôt jouissive en termes de vengeance. Et c'est un film avec très peu de budget, je pense, avec une réal qui est pas folle, des plans très longs. Surtout, on voit parce qu'il en a fait aussi une web-série qu'on retrouve sur YouTube et qui est en cours de diffusion alors qu'il finit, mais où il prolonge encore plus les plans, et je pense que le film aurait pu durer 9 heures facile s'il avait tout gardé, comme beaucoup de films je pense, mais voilà, il aime bien faire des plans longs, garder la conversation le plus longtemps possible, avec une partie d'improvisation même. Par exemple, il y a un moment où il se balade dans la rue, et on entend quelqu'un dire « Ouais, c'est un tournage !» et l'un des acteurs répond « Ouais, bonne soirée !» Et en fait, c'était de l'impro, puisque c'est vraiment des gens dans la rue qui ont demandé « Eh, vous tournez un film ?» Enfin, voilà, c'était vraiment bien, et lui, a priori, vous pouvez le revoir, vous pouvez voir la web-série sur YouTube, qui est vraiment une version longue du film, en fait. Et c'était bien. En plus, il y avait des images de Strasbourg, et j'aime beaucoup Strasbourg, donc c'était bien. Film suivant, toujours dans cette catégorie jeunesse de banlieue, que j'ai revu récemment, puisque je l'ai revu avant-hier. Le monde est à toi, de... je sais plus son prénom, mais Gavras, fils de Costa Gavras, la première fois que j'arrive à citer un réalisateur dans cette vidéo, Oura.
Non, il y a eu Terry Gilliams aussi. Donc Le Monde est à toi, c'est un film qui m'avait pas attiré à la base parce que j'avais l'impression que c'était un film sur des dealers en banlieue. Ça m'attirait pas plus que ça. Et au final, on m'en a parlé en m'en disant beaucoup de bien, et notamment que c'était un film aussi sur les parents abusifs, pas dans le sens où ils abusent de manière totalement illégale de leurs enfants, mais dans le sens où ils essayent de contrôler leur vie. Et c'était vraiment ça avec le personnage d'Isabelle Adjani. Adjani était juste géniale. Et son fils, enfin la relation entre elle et son fils était super bien traitée, notamment quand il y a un parallèle entre ça et la relation d'une jeune écossaise avec son père aussi. Enfin, vous verrez dans le film, hein, parce qu'il faut le voir. C'est vraiment un de mes préférés de l'année. Ouais, un ton un peu décalé avec les mentions des Illuminati, avec le personnage de Poutine qui est complètement tordu et bizarre. Pas Vladimir, hein, c'est un mec qui s'appelle Poutine. Et c'était bien. Non, vraiment, c'est pas juste un film de dealer. C'est un film qui traite vraiment des gens, qui parle des gens. Le monde est à toi. Bonjour, c'est Jeanne Moreau. Nouveau film dans la catégorie Le racisme est partout, Black Klansman, ou comme j'aime l'appeler, Black Klansman. Et je pense que là c'est vraiment mon film préféré de l'année. C'était génial. C'était beau, c'était puissant. Donc c'est un film sur, si vous n'avez pas suivi, sur un policier noir qui arrive à infiltrer le Ku Klux Klan, et c'est tiré d'une histoire vraie. Et forcément il infiltre par des moyens détournés parce qu'il peut pas juste pointer en étant noir et en disant « Bonjour, je déteste les noirs ». Ça ne se fait pas. Il y avait Adam Driver dans ce film, mais je passerai très vite sur cette information parce que ça n'est pas l'information principale. L'information principale, c'est que c'est un film important, qu'il faut voir. Et c'était vraiment très bien du début à la fin, puisque déjà c'est très bien mené, très bien joué, et jusqu'au bout, on a l'impression de partir sur un happy end en se disant « Ouais, ça va, ils ont résolu leurs problèmes ». Et puis le film nous balance à la gueule aussi que ce racisme, cet antisémitisme aussi, puisque c'est aussi un sujet abordé dans le film, cette haine, eh ben, elle existe encore de nos jours, et ça le film nous le rappelle très bien. On n'est pas dans une optique de « Ah bah ça va, parce que depuis on a bien évolué ». Non, on n'a pas tant que ça évolué. Et justement j'avais une conversation là-dessus avec un pote en parlant de Doctor Who, puisqu'on avait parlé de l'épisode sur Rosa Parks, qui est très bien. Donc je passe d'un sujet à l'autre, mais dans la dernière saison de Doctor Who, il y a un épisode sur Rosa Parks que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'à un moment il y a une réplique où l'un des personnages dit « Ouais mais depuis on a voté Obama ». Bah, c'est cool, mais après il y a eu Trump, donc non, tu peux pas juste résumer la fin du racisme à « on a eu Obama ». Et donc Black Klansman le rappelle très bien, que le racisme est partout, tout le temps, de nos jours aussi. Et donc c'est un film qu'il est important de voir. Et je pense que c'est le grand gagnant de cette année pour moi. Le film suivant n'a rien à voir puisqu'on passe dans la catégorie 18e siècle. Mademoiselle de Jonquière. J'ai adoré. Parce que, encore une fois, bon c'est un film que j'ai pu voir qu'une seule fois, mais c'était un film avec Edouard Baird déjà, ce qui est un argument en soi. Et aussi Alice Isaz que j'aime beaucoup. Et il y avait Cécile de France qui en plus d'être mon homonyme est une actrice que j'aime bien. Donc c'est un film sur les trahisons amoureuses au XVIIIe siècle, les liaisons dangereuses. Bon, il y a des gens qui ont dit ah c'est une parodie, c'est une mauvaise réplique des liaisons dangereuses, mais non c'est juste un autre film. Donc sur Cécile de France qui se fait trahir par Edouard Baird, qui est une sorte de Don Juan, qui séduit tout le monde, et elle décide de se venger. Et c'est tellement bien mené, avec des dialogues qui sont savoureux, parce que je trouve qu'il parle très bien le français 18e, un peu au perché. Et il y a surtout une scène de Edouard Baird qui se retrouve dans un quiproquo, il se retrouve à un dîner avec Cécile de France qui veut se venger de lui, et avec les deux autres personnages, dont la fille qu'il veut séduire, qui fait partie de la vengeance. Mais lui il sait pas, lui il sait rien, il comprend rien à ce qui se passe, et il s'embrouille complètement dans la conversation, qui est en plus super bien filmé avec des chandelles, enfin l'éclairage est super beau, et c'était trop bien. C'était bien, regardez-le, Mademoiselle de Jonquière. Le film suivant est beaucoup moins joli, puisque c'est un documentaire dans la catégorie documentaire on va tous crever, Le Temps des forêts. Et donc je l'ai vu au cinéma. En plus, je sais qu'il y a eu beaucoup de projections aussi un petit peu partout, accompagnées de discussions après le film. Là, moi, je l'ai vu dans un ciné, mais il y avait une petite expo à la sortie sur les forêts. Donc c'est un film qui nous parle des forêts de nos jours. Et je l'ai vu juste avant de sortir mon épisode de Chronique de prof sur les forêts
à travers les époques. Et ça m'a beaucoup apporté parce qu'il explique surtout que la reforestation, c'est pas bien, c'est pas forcément bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Donc il nous parle de l'état des forêts françaises qui sont dans un mauvais état. Je vais pas vous spoiler plus que ça. Enfin non, justement, je peux vous spoiler. Ça va mal. Et donc il nous montre là tous les problèmes qui sont liés à la monoculture, au fait que les sols sont complètement appauvris. Et il est très bien réalisé, il est pas très long, il me semble, comme documentaire, mais c'est pour moi un documentaire à voir. Et je le place dans la catégorie des films de l'année, puisque je l'ai vu au ciné. Donc regardez-le. Et à défaut, regardez ma vidéo sur les forêts, mais regardez plutôt le documentaire. Le film suivant, c'est dans la catégorie Coupons la tête des gens, Un peuple et son roi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé, et notamment des historiens, et je sais que je dis aussi beaucoup de notamment dans cette vidéo, mais je me fous un peu des inexactitudes historiques. Quand je vais voir un film, j'y vais pour voir un film, et même si c'est un film historique, j'y vais pour passer un bon moment, pour pas juste me détendre et me vider la tête, hein. C'est pas ça que j'entends par passer un bon moment, mais pour apprécier l'œuvre cinématographique. Et pour moi, elle n'a pas besoin d'être juste historiquement. Donc moi, je m'en fous que la Bastille soit prise sous un grand soleil alors qu'en vrai il pleuvait. Ça, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Et moi, Un peuple et son roi, c'est un film que j'ai trouvé très beau visuellement, très bien joué aussi, porté par plein d'acteurs. Louis Garrel en Robespierre. C'était beau. Et il y avait un jeu sur les couleurs, un jeu sur les chansons aussi. Il y avait un emploi des chansons révolutionnaires qui était vraiment très bien choisi. Les costumes, les décors, je vais partir en commentaire fan de coach si ça continue, mais vraiment, j'ai passé un bon moment. En plus, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Bon, les acteurs ont juste dit coucou à la fin, mais voilà, c'était toujours cool de voir une avant-première. C'était la pause Un peuple et son eau, parce que je rappelle que j'ai un rhume. Donc tout ça fait que j'ai vraiment passé un bon moment et je l'ai revu. Donc lui, je suis allée le voir 2 fois au ciné. Et à chaque fois, c'était génial. Je dois même dire que j'ai préféré la deuxième fois. Et donc faudrait que je le revoie un jour quand il sera dispo. Mais c'est vraiment un film que je revois avec plaisir, qui nous montre une révolution française sur la continuité, une révolution française qui est beaucoup axée sur le peuple et non pas sur les dirigeants, mais qui aussi reprend des passages entiers de débats à l'Assemblée, qui sont vus aussi un peu du point de vue du peuple, puisqu'on voit que la population avait accès au débat à l'Assemblée par une estrade où ils pouvaient se tenir, une balustrade. Et par exemple, le discours de Robespierre, ou les discours, puisqu'il s'exprime plusieurs fois, sont des vrais discours qu'il a tenus, en version très abrégée bien sûr, puisqu'il pouvait parler pendant des heures, et ça on le voit bien puisqu'il y a un discours qui commence de jour et qui se termine de nuit, mais tout ça est vraiment fidèle. Donc si en plus vous aimez les trucs fidèles, il y en a. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Donc Un peuple et son roi, c'était vraiment très très bien. Ma voix commence vraiment à partir en cacahuète, donc on va accélérer. Il reste 2 films. Dans la catégorie On est tous dépressifs mais ça va, Le Grand Bain. Le Grand Bain, c'était donc un film de Gilles Lelouch, film français, mais il y en a plusieurs dans cette sélection, de toute manière. Je ne suis pas de ces gens qui disent que les films français sont tous pourris, hashtag Kev Adams. Le Grand Bain, c'était un film qui est une comédie où on rit vraiment beaucoup par moments, mais qui a un fond de tout le monde va mal, en fait. Tous les personnages sont plus ou moins dépressifs dans le film, et se retrouvent justement, se rejoignent dans cet état de mal-être, et essayent d'en faire quelque chose de positif par la natation synchronisée, hein, parce que pourquoi pas, ça peut être n'importe quoi. Et mutuellement, du coup, ils arrivent à s'en sortir à leur niveau, hein. C'est pas, le film se termine pas en d'un coup tout le monde va mieux, tout le monde est heureux. Ils n'ont pas remporté un grand truc, et comme ils le disent à la fin, ils attendent une reconnaissance qui ne viendra jamais, parce que tout le monde s'en fout qu'ils aient gagné un prix de natation synchronisée, mais eux, ça leur a permis à un moment de lever un peu la tête du trou et de s'en sortir, et c'est ça qui est beau dans ce film. Je pense que je vais arrêter cette description du Grand Bain ici, hein. Plongez le voir, parce que le bain. Le dernier film que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est Dans la brume. Encore un film français dit. Et lui, il est sorti il y a plus longtemps, mais je l'avais pas vu, je l'ai vu récemment, dans une tentative de rattraper tous les films sortis en 2018, mais que je n'avais pas vu au ciné. Et donc Dans la brume, c'est un film de science-fiction français, ce qui est plutôt rare, et que j'ai trouvé vraiment bien. Il est assez court, et justement, du coup, il n'y a pas vraiment de temps mort, enfin,
tout est utilisé intelligemment. Bon, je pense qu'il y a des incohérences dans le scénario, parce qu'il y a des moments où je me suis dit, mais faites pas ça, enfin, il y a des maladresses, mais vraiment, il m'a plongé dans une ambiance que j'ai beaucoup appréciée. Cette ambiance un peu post-apo qui vous tombe dessus d'un coup. Donc c'est un film où d'un coup il y a une brume qui s'élève dans Paris, et probablement dans toute la France, peut-être dans le monde entier, on ne sait pas, et qui tue. La brume qui tue. Et donc ils essayent de s'en sortir en montant vers les toits. Donc si vous avez une chambre de bonne à Paris, c'est cool, vous survivez. Et par contre, le problème c'est qu'ils ont une fille qui a une maladie qui n'existe pas de nos jours, il me semble, mais c'est une maladie qui a fait qu'elle doit vivre enfermée dans une sorte de bulle protectrice. Donc c'est ça qui nous rappelle aussi que le film se passe dans un futur assez proche, parce qu'il y a quand même certains éléments de modernité qu'on n'a pas, et notamment cette bulle. Et elle, par contre, du coup, elle est obligée de rester au milieu de la brume, dans sa bulle, mais dont la batterie faiblit. Et tout ça pose le problème de comment est-ce qu'on va la sauver. Et donc c'était bien. Je pense qu'on peut terminer, on peut conclure comme on a commencé en disant que les films, c'était bien. Voilà. J'aurais pu parler d'autres films, par exemple, il y a des films que j'ai pas vus et que je voulais voir et que je verrai probablement. On m'a beaucoup parlé des Garçons Sauvages. Je regarde un peu par là parce que c'est là qu'il y a ma liste de films, hein. C'est pas juste que je vous aime pas. On m'a beaucoup parlé des Garçons Sauvages et il faut que je le voie, oui, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment très bien. Mais il y a d'autres films que j'avais envie de voir, par exemple Wonder Wheels, Venom, Une pluie sans fin, il paraît que c'était bien. Dogman, je sais pas, ça m'a tiré. Et il y a des films qui ne sont pas encore sortis aussi et que j'ai envie de voir, ou alors qui sont sortis et que j'ai pas encore pu voir, comme Spider-Man New Generation, ah là là, je meurs. Ou L'Empereur de Paris, qui m'attire aussi, Le Retour de Mary Poppins. Voilà, ces films-là m'attirent, mais je n'ai pas encore pu les voir. Et il y a aussi des films que j'ai détestés, des films que j'ai un peu aimés, mais moins que ceux dont je vous ai parlé. Donc là, en générique, je vais vous mettre la liste des films que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, que j'ai aimés mais pas trop. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré probablement mon manque d'entrain lié au fait qu'il y a encore 2 jours, j'étais étalée dans un canapé sans oser bouger, parce que j'étais souffrante. Et aussi lié au fait que ma voix s'est détériorée de plus en plus en cours de vidéo, mais j'avais envie de faire ce petit hors-série cinéma. Si ça vous plaît, je pourrais vous parler de cinéma de temps en temps. Ça va vraiment pas devenir un truc récurrent parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup mieux de cinéma que moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vais au cinéma au moins une fois par semaine, je bouffe des films tout le temps, et surtout en ce moment je suis vraiment dans une boulimie de films, j'ai envie d'en regarder tout le temps, et de découvrir des trucs que je connais pas. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais à bientôt. Et comme le dit le très célèbre personnage de Bohemian Rhapsody, que je n'ai pas cité mais que j'ai beaucoup aimé, The show must go on. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my style still stays on. Je n'ai vraiment plus de voix, au revoir. J'ai totalement oublié, alors je vous fais ça rapidement, c'est bien, ça occupera le générique. Je voulais aussi vous parler de Time Warp, puisque je me suis dit on parle de cinéma, donc parlons de séries, donc parlons de web-série, donc parlons de ma web-série. Et je sais que j'ai pas beaucoup de données de nouvelles là-dessus, parce que c'est toujours en cours. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est toujours en cours. On ne s'est pas barré aux Bahamas avec l'argent. Donc c'est pas moi qui gère la post-production. Je fais vraiment plus rien depuis le tournage dessus, puisque c'est quelqu'un d'autre qui gère le montage, le mixage, tous ces trucs-là. Sachez que le dernier épisode termine d'être monté, donc sur les 6 épisodes de la série. Et que bien sûr ça n'est pas la fin, puisque il y a la composition de la musique aussi qui est en cours. Les 2 premiers épisodes sont composés, il me semble. Oui, les 2 premiers. Mais après, il restera les effets spéciaux, l'étalonnage, le mixage, le générique à faire, à concevoir, blablabla. Donc bon, il y en a encore pour quelques mois. Mais sachez que ça avance. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant, puisque moi, je ferai la promotion une fois que ça sera pas loin d'être prêt à sortir. Donc je vous ferai les bandes annonces, d'ailleurs qui n'est pas faite non plus la bande annonce, donc encore un truc à faire avant de sortir la vidéo, enfin de sortir la série. Donc moi je vous tiendrai au courant de tout ça, et je vous sortirai des petits teasers pour vous donner envie de regarder. En tout cas moi, ce que je vois arriver quand on m'envoie des trucs me fait très plaisir, donc j'espère que vous aimerez. Et au revoir.